Alors, quelles sont les opportunités pour lutter contre les discriminations qui sont offertes par ces nouveaux mondes virtuels? On en parle avec Aurore Géraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse pour l'atelier BNP Paribas. Je précise que c'est une filiale indépendante du groupe bancaire qui est dédiée à la recherche en prospective. Vous êtes plus spécialement intéressée et experte d'environnements virtuels, donc on peut appeler les métavers aujourd'hui. Vous étudiez les nouveaux usages qui y émergent, aussi bien d'un point de vue économique que éducatif, professionnel, social ou communautaire. Alors déjà, ma première question, c'est est-ce qu'il est approprié, selon vous, d'utiliser ce terme de métavers pour désigner le futur d'Internet et peut-être notre nouvelle vie virtuelle ? Alors, métaverse, pour moi, c'est un terme qui est uniquement marketing. Peut-être qu'un jour, il disparaîtra, d'ailleurs, parce que finalement, les métaverses, c'est juste une évolution logique des sites qu'on a actuellement, qui sont des sites qui promettent des services et des produits, et qui sont statiques. Or, on s'est rendu compte durant la pandémie qu'on avait besoin d'un peu plus que ça, qu'il fallait renouer avec un peu d'humain, avec un peu de social. Donc, du coup, on voit apparaître plein d'expériences qui sont sociales, qui sont immersives, qui sont ludiques et qui sont aussi du service et du produit. Donc, véritablement une évolution très logique vis-à-vis des temps actuels. D'accord, donc peut-être un mot un peu marketing qui peut paraître vide de sens, mais enfin la tendance en revanche elle est vraiment là sur ces mondes virtuels dans lesquels on peut faire de plus en plus de choses. Est-ce que vous pensez que c'est un changement profond pour la vie de tous les jours qui s'annonce ? C'est un changement profond, c'est une manière de voir le digital de manière beaucoup plus humaine, selon moi, parce que... Ce qui peut paraître paradoxal, parce qu'on parle justement de virtuel, d'un monde dans lequel on aurait des avatars, et donc on ne vivrait plus notre vie physique, mais uniquement de manière virtualisée. Donc ça semble paradoxal de parler de retrouver de l'humain. C'est de l'humain parce qu'au final, donc on a tous été bloqués pendant la pandémie chez nous, et on était dans une volonté de continuer la vie, notre quotidien. Donc continuer de travailler, continuer de rencontrer des gens, continuer d'avoir du divertissement. Et en fait, finalement, ces plateformes qui viennent des jeux vidéo, à la base, ces plateformes, elles offrent tout ça. Elles offrent tout ça et elles permettent, quand on est tous isolés chez soi, de retrouver un contact. Donc il y a de l'humain, il ne faut pas oublier que c'est un outil. C'est pas l'idée d'un métaverse, c'est toujours quelque chose de très dystopique. Ça vient de la science-fiction. Ça donne l'impression que le futur, on a tous des casques de VR et on est enfermé dedans. Mais véritablement, c'est des besoins humains. C'est finalement retrouver dans la technologie les choses du quotidien qu'on a peut-être perdues sur une période. Alors comme c'est un outil, tout dépend de ce que l'on en fait, comment on l'utilise. Vous, ce qui vous intéresse, c'est en particulier les transformations sociales que ça peut engager. Est-ce qu'en faisant disparaître ces barrières physiques, on fait disparaître aussi les a priori sociaux ? Alors oui et non. Je vais essayer d'être positive, mais il y a toujours des côtés négatifs. Faut être honnête, faut savoir trouver la bonne balance. Donc il peut y avoir des choses positives si on sépare en deux parties les plateformes de métaverse, ce qu'on appelle métaverse actuellement. Donc on a des plateformes très traditionnelles qui viennent plutôt du jeu vidéo ou des espèces de réseaux sociaux. Et sur ces plateformes, il y a plein de choses qui se font et que personne ne sait et qui sont qui importe de l'inclusion et de la diversité. Je vais vous donner un exemple qui est extrêmement probant. Microsoft s'est allié avec Minecraft. Alors pour le coup, Microsoft a racheté Minecraft, mais Microsoft utilise actuellement Minecraft pour embaucher des gens. Et en fait, ils ont utilisé notamment la plateforme Minecraft pour embaucher des personnes neurodivergentes, c'est-à-dire des personnes qui sont dans le spectre de l'autisme. Au lieu de faire un entretien très classique, ils ont proposé à ces personnes d'aller dans Minecraft, de faire une simulation de jeu, et puis de montrer en fait toutes leurs compétences, l'étendue de leurs compétences de manière différente. Or, jusqu'à présent, quand on fait un entretien avec une personne qui est neurodivergente, il peut arriver qu'il y ait des difficultés de communication. Leur donner l'opportunité
de jouer à un jeu et de montrer du leadership, de montrer du team building, offre finalement à Microsoft un moyen d'inclure ces personnes dans le quotidien. Et donc, c'est un exemple probant de ce qu'on peut faire techniquement. Donc là, c'est même pour de la discrimination positive, là, exactement. cet exemple. Et il y a d'autres exemples qui existent actuellement. Notamment, il y a des universités coréennes qui se sont associées il y a quelques mois pour faire un espèce de salon de l'emploi pour leurs étudiants. Et pour le coup, tout le monde était sous forme d'avatar. Et on n'avait pas nécessairement besoin de juger la personne par rapport à son physique. Donc les étudiants venaient, arrivaient face à des avatars de professionnels, leur permettaient de... Il y avait une bilatéralité également, dans le sens où finalement les entreprises étaient là pour vendre leurs emplois étudiants et les étudiants pour vendre leurs compétences. Mais tout ça était caché derrière des avatars, derrière un CV où finalement on anonymise totalement la personne et finalement... C'est une manière effectivement d'enlever tout biais via la technologie. Mais il y a la question du choix de l'avatar, parce que c'est quand même pas anodin de choisir son apparence. On voit deux choses différentes apparaître. On voit une partie qui est plutôt de la représentation, et ça c'est très très chouette. Notamment, on va voir des mondes virtuels qui vont s'associer avec des associations qui promeuvent l'antiracisme, les jeux vidéo plus inclusifs. Je vais parler d'une association qui s'appelle Afrogameuse, notamment, qui travaille avec Ubisoft pour promouvoir finalement la diversité, et on a vu ces derniers mois notamment plus de travail fait sur des avatars avec des textures de cheveux qui sont plus relatifs à l'origine de la personne. Donc on a cette côté vraiment représentativité, parce qu'il y a toute une partie de la population qui en fait ont envie d'avoir un avatar qui leur ressemble. Et puis finalement il y a aussi toute une partie où on peut gommer, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un avatar qui n'est pas humanoïde. On peut très bien avoir un avatar qui ne laisse pas entendre quel genre on est. Et ça, c'est ultra positif également. On le voit notamment pour les personnes transgenres. Il y a beaucoup d'exemples, si vous allez sur Internet, de personnes qui expliquent qu'au final, ils ont réussi à trouver une communauté, à se retrouver eux-mêmes en utilisant les codes différents des jeux vidéo pour se représenter. Ce qui n'était pas nécessairement leur représentation physique, mais qui était leur véritable genre, ils l'avaient finalement à l'écran. Donc ça, vous le percevez vraiment comme une opportunité pour se trouver une identité qui nous corresponde et avec toute la liberté, la créativité possible qu'offrent les environnements virtuels. Mais ma question, c'est est-ce que finalement, parce que Internet, le numérique a déjà commencé ce processus d'inclusion aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde peut prendre la parole, on peut être caché derrière une adresse mail, derrière un pseudo. Finalement, on n'a pas l'impression que ça ait véritablement atténué les discriminations. On se retrouve sur ces plateformes traditionnelles sur exactement les mêmes soucis qu'avec les réseaux sociaux, notamment de modération. Il faut dire ce qu'il en est, c'est quelque chose qui n'est pas résolu. Parce qu'on a retrouvé du communautarisme, et même encore plus puissant, je dirais, qu'avant. Oui, tout à fait, mais le communautarisme peut être sain. Dans le sens où finalement, on le voit notamment avec les communautés LGBT+, on retrouve des communautés qui se relient ensemble et qui se trouvent ce qu'on appelle des safe spaces, hein, des espèces de refuges où ils peuvent communiquer ensemble. Et c'est ça dans le sens où, je vais vous donner l'aspect positif de la chose, qui est que finalement, des personnes qui sont en Russie, un exemple de la Russie actuelle, qui sont face à des lois qui peuvent être très, très restrictives vis-à-vis de leur sexualité, leur genre, se retrouvent finalement à aller sur ces plateformes qui n'ont pas de barrière géographique pour pouvoir communiquer avec des personnes qui sont comme eux. Donc ces communautés, elles ne sont pas si négatives que ça, et puis surtout où elles peuvent avoir de l'éducation finalement, se retrouver, poser des questions qu'elles n'auraient pas la possibilité de poser à leur entourage ou dans leur société. Et le communautarisme peut être négatif comme il peut être positif. Absolument. Mais c'est bien de signaler les points positifs. Donc moi, je vais forcément essayer de signaler les points négatifs pour qu'on puisse discuter. Il y en a on voit Facebook donc, qui a fait un concept marketing du métavers, on va dire, donc qui lance dans son monde virtuel Horizon une fonctionnalité activée par défaut désormais qui permet de créer de la distanciation sociale contre le cyberharcèlement. Ouais. On se dit, ça a à peine commencé que déjà ça dérape finalement. On est loin d'atténuer ou de réduire les inégalités, les discriminations et les tensions dans la société.
Alors tout à fait, mais c'est un réseau social. C'est un réseau social finalement, le Meta, l'horizon de Meta, c'est un réseau social plus, hein, on va dire ce qu'il en est. Et ils n'ont pas résolu leurs soucis de modération. On voit des tentatives, notamment dans le monde du jeu vidéo. On voit l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment pour essayer de faire de la modération. C'est-à-dire que si des insultes sont proférées, on va avoir un gommage si c'est à la voix ou un gommage même visuel si c'est écrit. On voit aussi des études qui sont faites. Moi, j'ai vu une étude faite par un psychologue, il me semble, sur League of Legends, qui est donc un jeu vidéo, qui montre que l'aspect positif est aussi être positif et offrir des récompenses pour des comportements qui sont sains crée un environnement sain également. Donc il y a des expériences qui sont faites. Il y a des choses qui fonctionnent. Exactement. En fait, on offrait des badges tout simplement aux individus qui avaient un bon comportement et on se rendait compte que la communauté en général devenait positive. Donc tout dépend ce qu'on en fait, comment on l'utilise et comment on le pense, ce métaverse. Merci beaucoup en tout cas de nous permettre de l'envisager de manière positive et constructive pour la société. Aurore Géraud, je rappelle que vous êtes chercheuse pour l'atelier BNP Paribas. C'est l'heure de notre talk. On enchaîne dans Smart Tech. On va parler de la campagne électorale et de cybersécurité.